Ma carrière professionnelle en tant que chercheur au CNRS s'est déroulée au sein d'un laboratoire du CNRS qui s'appelle le laboratoire de combustion et de détonique et qui est situé à Poitiers, enfin dans les locaux de l'ANSMA. Et ce laboratoire a une spécialité, c'est la détonique, et cette spécialité est unique en France au niveau universitaire. Et ma spécialité à moi, c'est la détonique des milieux denses, des milieux condensés, c'est-à-dire liquides et solides. La détonique, c'est l'étude du phénomène de détonation, qui est un régime de combustion très particulier. C'est tout naturellement que j'ai reçu une délégation composée de membres de Total et de Grande Paroisse. Grande Paroisse étant une filiale de Total et étant propriétaire du site chimique AZF. Voilà. Et donc cette rencontre a eu lieu à la demande de cette délégation. Et donc c'est eux qui ont dirigé la discussion lors de cette réunion. Et l'objectif était d'envisager des études sur des risques d'incompatibilité chimique entre une molécule présente en grande quantité sur le site, le nitrate d'ammonium, sous deux versions différentes, et puis d'autres molécules également présentes et fabriquées sur le site. Et parmi celles-ci, il y en avait deux qui comportaient des atomes de chlore. Alors si je dis ça, c'est parce qu'à l'époque, on connaissait l'incompatibilité chimique entre le nitrate d'ammonium et des molécules chlorées, mais on ne connaissait pas le phénomène explosif qui pouvait en résulter. Donc voilà le début de cette relation avec AZF. Donc cette première rencontre a donné lieu à un premier contrat qui a été signé en novembre 2001. Et à Noël 2001, on savait déjà qu'il y avait deux molécules sur le site qui étaient particulièrement intéressantes. Enfin plutôt le nitrate d'ammonium et une des molécules que nous avons expérimentées qui contenait des atomes de chlore. Cette molécule, elle est connue sous le sigle de DCCNA. Donc dès Noël, on avait pu mettre en évidence une forte incompatibilité chimique, je dirais même une violente incompatibilité chimique, puisque, pour simplement illustrer ce que je dis, eh bien, au cours de mesures sur des appareillages très particuliers, eh bien, une mesure qui portait sur quelques milligrammes de mélange, au cours de cette mesure, cette faible quantité de mélange a explosé et a endommagé la cellule de mesure. Donc voilà, c'était déjà un premier élément qui montrait le risque explosif de ces mélanges et donc cette forte incompatibilité. Et Total qui, au départ, vous sollicite pour travailler. C'est Total qui nous sollicite parce que ce laboratoire est un laboratoire à réputation internationale et comme je l'ai dit, il est le seul laboratoire universitaire en France à aborder ces problèmes. Voilà. Vous donnez rapidement, vous donnez vos conclusions au fur et à mesure, ça se passe comment? Tout à fait, il y avait un suivi régulier puisqu'ils étaient effectivement très intéressés par l'évolution des travaux. Et donc il y avait régulièrement des rencontres, soit par téléphone, soit des visites à Paris où j'allais présenter l'état d'avancement de nos travaux. Voilà. Et donc, suite à cet incident, dès janvier, j'ai reçu les deux personnes, nos correspondants, je dirais, de Total et de Grande Paroisse, pour qu'ils viennent assister à une auto-explosion. C'était vraiment le début. Cette histoire d'auto-explosion n'était pas connue, donc nous, ça nous intéressait en tant que laboratoire de comprendre pourquoi ce phénomène se produisait et quelle en était l'origine. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, j'ai remis le premier rapport 4 mois après. Et là, on nous a proposé deux autres contrats. Un contrat orienté sur la piste électrique, dont je ne souhaite pas parler parce que ça n'a rien apporté, simplement ça a démontré que cette piste n'avait aucun intérêt. Et puis un deuxième contrat
que j'ai en fait orienté moi-même et avec mes collègues, puisque je n'étais pas seul dans cette histoire. Hein. C'est une équipe de 6-7 personnes du laboratoire qui a travaillé à des moments variés sur cette problématique. Eh bien, donc on a eu un deuxième contrat dans l'axe de la piste dite chimique, dont le but était de comprendre l'origine de l'explosion. Dans le premier contrat, on avait montré qu'une auto-explosion pouvait se produire, c'est-à-dire qu'elle se produisait seule, sans apport d'énergie, sans dispositif pyrotechnique. Il suffit de mélanger les produits, d'ajouter un peu d'eau, et la réaction se déclenche. Donc ça, ce n'était pas suffisant scientifiquement, il fallait comprendre le mécanisme fondamental et d'abord savoir quel était le mécanisme à l'origine de l'explosion, à savoir est-ce que c'était le phénomène qui nous intéresse, le phénomène de détonation. Eh bien, ce deuxième contrat sur la piste chimique avait pour but de comprendre ça, comprendre l'origine du phénomène explosif. Donc il y avait un volet expérimental et puis il y avait un volet numérique avec une forte partie de simulation numérique, puisque nous savions déjà à ce moment-là, nous doutions qu'il y avait un phénomène de détonation qui était impliqué dans cet événement. Il fallait, partant de là, pouvoir expliquer comment la détonation ayant pris naissance dans le box du hangar 221, comment cette détonation pouvait transmettre la détonation au tas principal, à savoir les 300 tonnes qui se trouvaient dans le reste du hangar. Donc c'est pour ça que nous avons mené en parallèle deux études, une étude expérimentale et une étude numérique. Donc, pour revenir sur la partie expérimentale, ces travaux que nous avons remis en juin 2003 à Total démontraient l'existence du phénomène de détonation, donc de cette combustion supersonique très particulière qui engendre des pressions très élevées. Donc nous avons démontré ça, nous avons caractérisé cette onde de détonation dans le fameux mélange nitrate d'ammonium, dichloroisocyanurate de sodium, en présence d'humidité. Et tout ça n'était pas suffisant puisqu'il fallait, on avait mis en évidence ce mécanisme d'autodétonation, à savoir que ce régime de combustion pouvait apparaître seul, sans apport d'énergie, sans aucun dispositif pyrotechnique. Donc ce travail n'était pas, à notre sens, terminé. Il fallait ensuite comprendre les mécanismes fondamentaux qui permettaient de déclencher ce phénomène de détonation. Et c'était mes propositions. À l'époque, j'ai proposé à Total de continuer dans cette direction-là. Et là, on nous a dit, Total arrête les travaux sur la piste chimique. Donc nous avons perdu tout support financier et c'est pourquoi nous avons été obligés d'arrêter cette activité de recherche-là. Pour en finir avec la piste numérique, nous avons démontré numériquement que l'explosion des 10 tonnes de nitrate d'ammonium dans le box pouvait, par projection du muret qui séparait ce tas avec le tas principal, pouvait induire la détonation dans le tas principal. Donc pour nous, l'affaire était déjà bien avancée et c'était vraiment très frustrant de ne pas pouvoir aller plus loin dans la recherche fondamentale, quoi. Et donc les travaux se sont arrêtés, sans financement, ça se passe comme ça dans les laboratoires, et ce n'est que à mon passage à la retraite que j'ai eu du temps libre et avec l'aide d'un ingénieur du laboratoire, eh bien, j'ai pu continuer assez lentement, ça a duré 3 ans, les travaux qui ont permis de décrire complètement le mécanisme d'autodétonation de ce système-là, de ce mélange chimique. Et ces travaux eh bien, ont été présentés au plus grand symposium international dans ce domaine, dans le domaine de la détonique, aux États-Unis, à San Francisco, en 2014, et ont fait l'objet d'une publication. Et les résultats de ces travaux ont été repris presque intégralement dans le compte-rendu de l'arrêt du tribunal. Total préférait qu'on étudie d'autres pistes. Ah, voilà. Donc ça, c'est une autre histoire et ça se retrouve dans les différents procès. La stratégie de Total, c'était de diversifier les causes possibles
à l'origine de cette explosion. Donc ils ont proposé des tas d'idées, et notamment la piste électrique sur laquelle nous avons eu un contrat que j'ai évoqué rapidement parce que j'étais moi convaincu que ça ne pouvait pas fonctionner. Je leur avais expliqué, mais ils ont quand même souhaité que l'on fasse le travail. Donc nous avons fait le travail qui a effectivement confirmé ce que je disais, à savoir que la piste électrique n'était pas capable d'amorcer la détonation du nitrate d'ammonium stocké dans ce hangar. Donc pour nous, cette histoire de piste électrique était terminée. Et ils ne nous ont pas sollicités pour étudier d'autres pistes. Je sais qu'ils en avaient envisagé beaucoup d'autres, mais nous n'avons pas été sollicités parce que ça sortait de notre domaine de compétences. Voilà. C'était quoi les autres pistes auxquelles... Par exemple, l'impact d'une météorite. Par exemple, la présence de nitrocellulose sous la dalle de béton dans le hangar 221. Par exemple, des restes d'obus datant de je ne sais quelle guerre, aussi encore dessous. Enfin bon, un rayonnement lumineux extraordinaire. Voilà, des choses comme ça, quoi. J'en passe parce qu'il y a des choses tellement farfelues que je ne veux même pas en parler. Nos travaux étaient confidentiels, et ça c'est le droit des industriels. Quand ils proposent un travail sur contrat à un laboratoire, ils sont propriétaires des résultats. Et nous ne pouvons publier, en tant que scientifiques, que chercheurs, nous ne pouvons publier ces résultats qu'avec l'autorisation des partenaires industriels. Et naturellement, à chaque fois que j'ai remis un rapport à mes partenaires de Total et de Grandes Paroisses, j'ai demandé l'autorisation de publier. Et elle a toujours été refusée. Donc, il y a eu un concours de circonstances tout à fait particulier qui fait que le tribunal sait qu'on existe, a su qu'on existait. Et simplement, cette histoire, c'est que j'encadrais à l'époque un stagiaire ingénieur sur le plan académique qui faisait son travail à Gramma, là où était basé l'un des experts judiciaires, spécialiste de détonique aussi. Et cet élève vient me voir, on discute, on traverse le laboratoire, et il y avait des fortes odeurs de chlore, et il me demande « c'est quoi ça ?» Bon, parce que c'est pas très courant. Et je dis quelques mots, je dis effectivement, on travaille pour cette histoire, voilà, et j'explique rapidement. Et donc c'est comme ça que l'expert judiciaire de Gramma a su, par cet étudiant, que notre laboratoire travaillait sur l'affaire AZF. Et sans cette fuite, personne ne l'aurait su, sauf perquisition des bureaux de Total et de Grandes Paroisses qui peut-être auraient permis de révéler nos rapports. Donc, à suite de cette information, eh bien, nous avons eu la visite de la PJ, voilà, qui est venue saisir nos documents, nous interroger pour faire le point sur cette affaire. Et à la suite de ça, si je me souviens bien, eh bien les locaux de Total et de Grandes Paroisses ont aussi eu la visite de la PJ. Donc ce sont ces perquisitions? Ces perquisitions ont permis de révéler nos rapports. Et alors, l'affaire ne s'arrête pas là parce qu'il y a un rapport, le rapport numérique, celui que j'évoquais précédemment, qui traitait de la simulation numérique de la transmission de la détonation entre le tas du box et le tas principal du hangar. Eh bien, ce rapport a été remis en 2006, c'est-à-dire très tardivement parce qu'il a nécessité beaucoup de travaux annexes avant de pouvoir le réaliser complètement. Et ce rapport n'a pas été remis par Grande Paroisse aux enquêteurs. Moi, je ne l'ai pas remis puisque je le remettais directement à Grande Paroisse. Et c'est lors de ma première présentation où j'ai énoncé les travaux qu'on avait faits, avec les dates des débuts de contrat, les dates de remise de rapport, que le président a découvert qu'effectivement, nous avions remis un rapport qui n'était pas dans les dossiers. Donc ce rapport avait été volontairement dissimulé. L'argument de Maître Soulès-Larivière, c'est de dire qu'il était resté dans un tiroir. Voilà. Donc, s'il n'y avait pas eu cette fuite, eh bien, nos travaux n'auraient pas été connus, vraisemblablement pas. Voilà. Et pourtant, je pense que nous avons largement contribué à valider ce qu'on appelle la piste chimique. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce jugement qui a été rendu par la Cour d'appel de Paris?
Moi, ce jugement me semble tout à fait équilibré. Il est en accord avec le précédent. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Il s'appuie sur la piste chimique. C'est la seule qui a reçu une réelle démonstration scientifique. Et je dirais complètement, il n'y a pas de zone d'ombre. C'est la seule qui mérite, qui est digne d'attention, puisque Total a bien sûr suggéré des tas d'autres pistes, mais n'a pas apporté la moindre preuve pour aucune d'entre elles. Le risque de mélange de ces deux produits était tout à fait possible sur le site, compte tenu des déclarations des personnels qui travaillaient dans l'usine. Beaucoup n'ont pas hésité à dire que ça ne se passait pas comme ça aurait dû l'être. Donc, pour moi, le verdict de ce procès est tout à fait raisonnable. Bon, je dirais que derrière ces 3 procès, qui ont duré 16 ans, il y a des milliers de victimes, il y a des dizaines de familles endeuillées, et que chaque nouveau procès contribue à la réouverture de leurs plaies. Beaucoup de dossiers n'ont pas encore été réglés. Vu de ce côté-là, c'est beaucoup trop long. Sur le plan scientifique, en ce qui nous concerne, on aurait pu, je dis en 2004, on aurait pu finir complètement, si Total nous avait supporté, on aurait pu finir complètement les travaux que j'ai dû reprendre très tardivement. Donc j'estime que tout ça, c'est du gâchis. C'est une période beaucoup trop longue, on aurait pu faire beaucoup mieux, mais le résultat est là. Et il ne s'est peut-être pas fini puisque la défense de Total parle d'un pourvoi en cassation encore une fois.